c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, on va continuer notre série pour faire un bilan sur 2 ans d'Organized Play, et j'ai l'immense plaisir de recevoir Raphaël Lévy pour parler de ça. C'est parti pour l'épisode 51. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer Raphaël Lévy, parrain du Magic toulousain, vétéran du Magic compétitif et drafteur extraordinaire sur Twitch. Il va pouvoir nous partager sa vision à lui de l'Organized Play. Comment ça va, Raph ? Eh ben, ça va très bien, et toi ? Ça va super, je suis très, très heureux de t'avoir aujourd'hui. Il y a 2 semaines, j'avais discuté avec Guillaume Gauthier de l'Organized Play, comment lui, en tant que grinder, il voyait ces changements. Il nous a beaucoup parlé du train, monter et descendre du train, et du système qu'il y avait avant, des Pro Points. Mais ça ressemblait à quoi la vie de compétiteur avant le système de Pro Point ? Il y a toujours eu le système de Pro Point. Depuis, moi j'ai commencé sur circuit pro en 97, et il y avait déjà les Pro Points. D'accord. C'était un petit peu différent parce que dans le sens où c'était genre le top 64 ou le top 50 mondial qui était qualifié pour le Pro Tour suivant, quelque chose comme ça, où il fallait un seuil de points, je sais plus exactement, c'était il y a 25 ans, Ouais. qui permettait de te qualifier. Et c'était sous forme de cycle, genre 4 ou 5 Pro Tours. Si sur les 4 ou 5 Pro Tours, tu avais 20 ou 25 points, tu te qualifiais pour le suivant. Et à chaque cycle, il y avait le Pro Tour le plus ancien qui partait, les points du Pro Tour le plus ancien qui partaient. Et ensuite, donc, tu pouvais rester dans le train, comme ça s'appelle, le Gravy Train, tant que tu avais un certain nombre de points, tant que tu arrivais à pas faire une saison trop pourrie sur un an. D'accord. Et ça a évolué quasiment toujours comme ça pendant plus de 20 ans. Après, ça a un petit peu changé dans le sens où ils prenaient juste les points sur une année. Si à la fin de l'année, tu avais les points requis, tu étais qualifié sur la saison suivante avec un certain level. Ça a changé, ça a eu plusieurs noms. Ça a été du level 4 au level 6. Après, ça a été jusqu'à level 8. Après, ça a changé. Ça s'est appelé platine, gold, plein de noms différents dont je me souviens plus. D'accord. Et ça a encore changé il n'y a pas si longtemps pour un système complètement différent et qui peut être questionnable. C'est pas le mot en français, mais c'est le mot que j'ai en anglais. Oui, mais je pense qu'on est d'accord. Discutable. Et on va en discuter justement. Et Guillaume, il y a 2 semaines, a fait un très bon travail de résumer tous ces changements parce qu'il y a eu des changements et des changements dans les changements. Et puis après, le Covid qui est venu provoquer encore d'autres changements. Et il a fait un super résumé de tout ça. Mais toi, tu as vécu toutes ces époques. Et je me demande, c'est comment la vie de MPL que tu as connue ? Déjà, j'étais pas dans la première saison MPL, j'étais pas dedans. Eh oui. Donc, c'était c'était quoi ? C'était 2018, fin 2018. Ils ont annoncé, voilà, fini, terminé les Pro Points, terminé tout ça. Maintenant, on va se focaliser sur 32 joueurs et tous les autres, on s'en fout. Ouais. C'était un gros choc parce que, au final, il n'y avait plus vraiment de façon de se requalifier. Et c'était assez soudain dans le sens où, normalement, quand tu faisais une année pas terrible, tu savais que l'année suivante, tu pouvais te reprendre, tu pouvais te requalifier. Et là, on disait, non, en fait, l'année que tu viens de jouer, c'était la dernière et tu n'auras plus de façon de revenir. Donc là, moi, j'étais un peu sur le cul et je savais que pour moi, c'était fini, quoi. Pour moi, c'était l'annonce de la fin, quoi. Et j'ai eu de la chance d'avoir quelques opportunités et de remonter en MPL l'année suivante. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont très très mal vécu, que ce soit les grinders de GP, que ce soit des joueurs qui prenaient pas ça forcément très sérieusement, mais qui aimaient la compétition et le Pro Tour, même les joueurs Hall of Fame en fait, qui étaient qualifiés pour tous les Pro Tours, du jour au lendemain, ils n'avaient plus rien à jouer, ils s'étaient plus qualifiés et leur statut il servait plus à rien. Donc oui et non, quoi. Oui, dans le sens où peut-être que c'était un mal pour un bien, dans le sens où ces 32 joueurs ou ces 24 joueurs maintenant, ils allaient être sous les spotlights et ça allait faire une pub de fou. Mais ça fait 2 ans et franchement, ça n'a pas été conduit de la façon qui était annoncée, quoi. Ça aurait dû être un coup d'éclat, un truc de fou et tout. Et la hype, elle n'a pas du tout tenu, je pense. Enfin, je trouve, hein. Oui. Ça n'a pas du tout tenu et ça a fait plus de
plus de malheureux que d'heureux. D'accord. Et c'est un peu, c'est dommage dans ce sens-là. Après, je comprends qu'il faille pas garder 200 joueurs pro, ça n'a pas de sens, quoi. D'accord. Ton analyse, je pense que beaucoup de gens la partagent. C'est triste de voir un système partir lorsque tu n'es pas dans la MPL. Toi, tu as réussi à y rentrer. Et une fois que tu fais partie de la MPL, tu fais ah c'est bon, la vie est belle, moi je suis dans une bonne situation, j'en profite, ou est-ce que c'est la mine et enfin comment c'est au quotidien? Alors moi, je vais partager mon expérience, qui est pas forcément celle des autres, Oui, parce que mon expérience, elle est un peu particulière dans le sens où je suis plus âgé que la plupart des joueurs. Ouais, j'ai 39 ans, oui, c'est très intéressant. Ouais. je suis pas, j'ai pas, enfin, mon expérience, elle est un petit peu différente. Dans le sens où mon expérience, si j'avais eu 20 ans maintenant, ou 25 ans, ou 30 ans, elle aurait été très, très, très différente. Dans le sens où voilà, maintenant je suis marié, j'ai 2 enfants, la dernière est née il y a 5 mois, au début de la saison. Mhm. Et, et avec la période maintenant où on peut pas sortir, on peut pas voyager, et on peut pas non plus partager les tests en fait, parce que les séquences de préparation, ça dure sur 1 ou 2 semaines, où tu te retrouves avec ta team, où tu fais ça 24 sur 24. Là, c'est très très difficile parce que tu testes de la maison, tu testes sur Discord, tu testes sur Arena, avec des gens qui sont pas forcément en même, au même horaire que toi. C'est-à-dire que s'ils ont aux États-Unis, tu t'adaptes à l'heure américaine, et ainsi de suite. Donc les séances de préparation très très difficiles. Les tournois aussi difficiles parce qu'ils sont tous à l'heure américaine. Donc ça fait que si tu veux t'adapter à l'horaire, il faut que tu te prépares 2-3 jours avant, que tu te lèves plus tard, parce que de jouer de 5 heures à 2 heures du matin, c'est pas forcément accessible par tout le monde. Apparemment, si tu te lèves à 8 heures du matin, Ah ouais. à 8-9 heures du soir, tu commences à être fatigué et tu as 4 autres matchs à jouer, ça devient très difficile. Ça, c'est pas forcément inhérent au système, c'est plus inhérent à la situation sanitaire, hein. Mhm. Mais bon, ça va de pair quand même, hein, parce que je pense que c'était quand même ça. Ça allait irrévocablement tomber dans le même problème, parce que à l'annonce de la saison MPL, c'est-à-dire avant le Covid, on avait 7 ou 8 tournois prévus et ça se jouait sur une semaine sur l'autre. Par exemple, c'était quoi? C'était en avril 2020. Je crois que le programme, c'était Houston, une semaine après Copenhague, 2 semaines après Los Angeles, dans 3 formats différents. Wow. Alors, je sais absolument pas comment j'aurais pu faire ça. Je sais absolument pas comment ça aurait pu être possible. Parce que 3 formats différents à tester quand tu dois passer ton temps dans les avions, ça aurait été déjà ingérable, avec des nouvelles cartes aussi, hein. Mhm. Parce entre le moment où tu pars de Houston pour aller à Copenhague, il y a un autre set qui est sorti, tu dois faire des nouveaux decks, tester, prendre l'avion. Enfin, ça aurait été complètement ingérable. Euh, du point de vue du joueur, c'était un programme pas du tout pas possible, je pense. Donc il y a eu la crise Covid, ça a été un peu réaménagé, mais le programme a été pas forcément été beaucoup plus friendly, parce que je vois les dernières semaines, par exemple, pour moi, ça a été impossible. Mhm. Il y a eu le Catham Championship, et 2 semaines après, il y a eu un week-end MPL dans le même format. Et c'était 4 jours avant la sortie du nouveau set. Donc le nouveau set, autant dire, moi j'ai pas vu une seule carte encore, j'ai pas eu le temps. Et, euh, et on te demande de tester plein de formats dans un cadre hyper compétitif, avec très peu de temps d'intervalle et avec des enjeux hyper importants. C'est-à-dire que là, la MPL cette année, enfin c'est un plus gros reproche que je lui fais, c'est que les enjeux sont beaucoup trop grands et le turnover beaucoup trop important. C'est-à-dire, il y en a que 4 sur 24 qui sont assurés de rester MPL. Il y en a 12 autres ou 10 autres ou peut-être 8 autres qui font un autre tournoi pour se qualifier, 12 autres qui font encore un autre tournoi, et c'est quoi, les 8 derniers ou les 12 derniers qui sont immédiatement relégués. Alors, les chiffres, ils sont pas bons, hein, mais je te dors ça de tête. Moi, j'ai été relégué la semaine dernière, Mhm. pour plein de raisons, hein, parce que pour moi, c'était juste impossible en fait. La préparation pour les tournois était impossible. À la maison, avec 2 enfants, c'est ingérable. C'est ingérable. Tu peux pas tester sérieusement pour un tournoi pendant 1 ou 2 semaines
quand tu dois t'arrêter toutes les 20 minutes, quand tu dois passer 5, 6, 7 heures par jour à t'occuper des enfants, à t'occuper de la famille, c'est pas possible. Si tu veux être compétitif à Magic, tu dois prendre 100% de ton temps, 90% de ton temps à la préparation des tournois. Et comme je disais sur mon stream, je pense que cette compétition, la façon dont elle est faite, elle prend pas du tout en compte la vie du joueur, la vie VIE, hein, pas la vie VIS. Dans le sens, voilà, c'est le système, débrouillez-vous avec. Mais c'est juste invivable. La pression, elle est beaucoup trop importante, les enjeux beaucoup trop importants. Si tu perds, t'es out avec très peu de chances de revenir après. Tu peux pas vivre comme ça, en fait. Si tu fais quoi que ce soit à côté, si tu as une famille, c'est impossible. Donc tu fais le mieux que tu peux. Moi, j'ai essayé de trouver un équilibre, j'ai jamais réussi parce que c'était juste trop difficile, en fait. C'est trop difficile. Ouais. Et voilà, donc je pense que c'était quelque chose qui aurait pu être bien, mais qui a été fait peut-être je sais pas, peut-être à la va-vite ou je sais pas trop. Peut-être pas à la va-vite parce qu'ils ont quand même pris le temps de l'organiser et de faire en fond avec la situation et on peut pas voyager et pas mal de choses. Donc faire les tournois sur Arena, très bien. À cette fréquence, pas bien du tout. Quand construit, pas bien du tout. Parce que quand construit, c'est très difficile. Enfin, un format construit, ça prend du temps, il faut beaucoup tester. Et t'en mets 2 en même temps, à 2 semaines du dernier tournoi, c'est juste pas possible, quoi. C'est beaucoup trop de travail. Et tu peux pas imposer ça à des joueurs qui jouent leur vie sur ça. C'est trop dur. Tu prends 1 heure par jour pour souffler, pour aller courir, faire un peu d'exercice, et après tu dois te remettre dedans. Et il y a beaucoup de joueurs qui disent c'est injouable. Il y en a beaucoup qui se sont plaints, qui sont pas dans le sens non, je perds ma santé mentale en fait. C'est trop difficile. Et je suis d'accord avec ça. Et de notre côté du spectre, on a les autres qui disent mais attendez les gars, vous êtes les 24 ou 30 seuls joueurs du monde, ou 70 avec Rivals, qui peuvent jouer de façon compétitive, arrêtez de vous plaindre. Oui et non. Oui, on a de la chance d'être là-dedans. Non, parce que c'est pas une vie que tu souhaites à qui que ce soit. Parce que tu restes pas, tu travailles pas tout le mois 20 heures par jour. C'est pas possible. Donc voilà, ils ont fait leur truc de leur côté. Le Organized Play a fait un système qui pensait qu'il allait marcher sans prendre du tout en compte le fait que ça allait être complètement invivable pour les joueurs. Je suis peut-être, à mon avis, je suis pas la minorité des joueurs MPL et Rivals qui sont dans cette situation, mais c'est un sentiment qui est quand même assez partagé. Oui, c'est important pour moi d'avoir ton point de vue à toi, mais on imagine comment d'autres personnes peuvent le vivre de la même manière, quoi, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où tu as pu 19 ans, tu as des enfants, etc., t'as pas le même rythme de vie. Tu as répondu à beaucoup de mes questions en NTRAD, ce qui était assez formidable. Je me rappelle d'un débat que tu avais eu avec Jean-Emmanuel Deprat sur Twitter, qui disait que lui, si le Magic compétitif, c'est plus que du Arena, il arrêterait. Toi, tu étais plutôt content de tout avoir sur Arena, ça te permet de vivre, en fait. Ah oui, bien sûr. Ouais. Déjà, ça, c'est un truc que tu fais que tu acquiers quand tu grandis, quoi. Quand tu grandis, quand tu vieillis, Ouais. quand tu prends maturité, c'est que tu sais que le temps il est de plus en plus précieux et que quand tu es jeune, quand tu as 20, moi j'ai pas arrêté depuis que j'ai 16 ans, je voyage et quand j'ai dû m'arrêter cette année, c'était la seule année de ma vie où j'ai pas pris l'avion. Donc c'était un truc de fou, mais je me rends compte que mais en fait c'est tellement mieux, c'est tellement mieux quoi. Parce que ouais, effectivement, voyager c'est super. Moi je regrette pas du tout ce que j'ai fait et j'ai adoré, ça a permis de me former, ça a permis d'être ce que je suis maintenant. Mais si je devais ne plus voyager maintenant, je dis OK, c'est pas grave parce que j'ai passé tellement de temps dans les avions, dans les aéroports et au final, ouais, ça fait partie de l'excitation du truc. Ça fait ouais, je pars en voyage, je pars en pro tour, c'est génial. Mais maintenant, tu fais attends, mais je pars travailler en fait. Ouais. Je pars travailler, au lieu de prendre le bus, ça te prend 20 minutes par jour. Mais là, ça te prend 2 jours. Donc, 2 jours aller, 2 jours retour, le temps que tu récupères le décalage horaire. C'est une aventure. Et c'est une aventure que tu n'as pas forcément envie d'avoir quand tu as 39 ans. Ou ça. Donc, je comprends son point de vue. Mais ouais. Et aussi, ça c'est quelque chose en plus qui s'ajoute.
c'est que tu deviens de plus en plus conscient des enjeux, des enjeux climatiques, des enjeux Ouais. de plein de choses. Et tu te dis, L'empreinte carbone de ta carrière. ouais, quand tu prends un peu de recul, tu te dis, mais attends, un tournoi comme ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de faire venir 500 joueurs, plus le matos, plus l'organisation, à un endroit, probablement aux États-Unis ou pas n'importe où dans le monde. Ça fait, je sais pas, ça peut-être c'est le discours d'un vieux con, tu vois? Mais, l'empreinte carbone d'un tournoi Magic, elle est énorme, quoi, comparé à l'impact d'un tournoi Arena. Et quand on te demande d'en faire 10, 15, 20 par an, tu te dis: «Ouais, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire, quoi?» Parce que, bah, les prévisions, elles sont pas forcément hyper optimistes dans ce sens-là. Moi, je sais que les jeunes, ils s'en foutent et ils s'en rendent pas compte. Là, je sais, mais j'ai parlé avec beaucoup de gens, en fait, donc Ah ouais. et des joueurs de Magic, des joueurs plus jeunes, et sur: «Mais non, mais j'en ai à foutre, je veux voyager, me fais pas chier, tu voyagé. Toi, tu as déjà voyagé, pourquoi tu me dis ça, quoi?» Mmh. Je fais: «Oui, mais non, mais je comprends et je sais que je suis pas forcément un exemple, mais j'ai assez de recul maintenant pour savoir que dans 10, 20 ou 30 ans, vos enfants à vous ou mes enfants à moi, ils auront pas cette chance. Et si on change pas quelque chose maintenant, ça va pas aller en s'améliorant.» Et je pense que, le fait que la crise, arrive maintenant, la crise sanitaire arrive maintenant avec moins de voyages, ça peut peut-être faire prendre conscience que, ces gros tournois, ils sont pas forcément nécessaires et que ça peut être de temps en temps, tu vois? Je dis pas: «Il faut tout arrêter, il faut arrêter de prendre l'avion», c'est pas ce que je dis. Je dis que réduire de beaucoup ce genre d'événement, ça peut être que bénéfique pour le plus grand nombre. Effectivement, si on pense qu'à sa gueule et si on se dit: «Bah non, je m'en fous, moi, je préfère faire mes tournois et m'emmerde pas, quoi.» Ouais. Ouais, effectivement, oui, c'est un point de vue, mais c'est pas forcément le plus altruiste. Je sais pas si beaucoup, mais je pense que des gens partagent ton point de vue quand même, c'est important. Surtout qu'il y a des alternatives. Il n'y a pas que prendre l'avion pour aller à Houston faire un tournoi, quoi. Bah, on le voit en ce moment, il y a Arena. Après 2 ans de ce système dont tu as bien fait le bilan, je trouve, et après avoir connu les autres périodes, qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait si c'était à toi? C'est pas ton boulot, hein, c'est une grosse question, mais si c'était à toi de designer l'organized play, tu aimerais un système comment? Alors si je devais m'occuper de l'organized play, Ouais. je pense déjà, refaire un, un calendrier qui tienne la route, quoi. Hmm. Parce que c'est pas possible de demander aux joueurs, parce que ça arrange l'organized play, d'enchaîner les tournois comme ça. Ça, c'est juste, c'est pas, mais c'est pas, je vais partir dans des grands trucs, tu vois. Je sais pas que c'est pas humain, mais c'est vraiment pas prendre en considération les joueurs du tout. C'est pas, tu peux pas leur demander ça, ça n'a pas de sens, quoi. Mhm. Fait, non, non, de toute façon, c'est comme ça, le calendrier, il fait ça, donc il veut ça, donc c'est comme ça, faut s'adapter, quoi. Bah, je veux bien, tu vois, bon, on le fait, mais ça emmène au burn-out complet et tu vois, là, j'ai plus du tout envie de jouer, quoi. Ah, Là, j'en ai marre, quoi. c'est terrible. J'en ai marre parce que ça fait un mois non-stop où j'ai dû tout arrêter, où tu vois, tu m'as demandé de faire cette interview, là, le podcast, depuis ça fait des semaines et je t'ai dit: «Mais écoute, là, j'ai vraiment pas une minute, quoi.» Et j'avais vraiment pas une minute, je pouvais pas te répondre. Et j'avais à peine le temps de te répondre sur Discord. Et donc ça t'a vraiment et ça, c'était imposé par le calendrier. Déjà, organiser un meilleur calendrier que ça c'est la base. Si on devait reprendre les tournois, physiques, ou aller quelque part, les limiter à, quelques-uns par an. Je pense que maximum, genre un tous les 3 mois, je pense que c'était bien. Mhm. C'est ce qu'il y avait pour le Pro Tour avant, en fait, il y avait 4 Pro Tours. On devait grinder les GP, ça c'est quelque chose, ça je suis content de plus avoir à le faire. J'adorais ça, hein, mais je suis content de plus avoir à le faire. Ouais, peut-être 4 max par an et le reste des tournois sur Arena parce que l'alternative, elle existe. Quand elle existait pas, quand c'était sur Magic Online, franchement, Magic Online, Ouais. je vais pas à m'étendre dessus, mais moi je trouve ça pourri, mais Mhm. enfin c'est utile, mais c'est pourri, quoi. Enfin, c'est pas du tout. Quand tu suis un tournoi, t'as pas envie de le suivre même sur Magic Online. C'est moche, enfin, c'est dans notre temps, Magic Online. Arena, c'est joli, même si ça a plein de problèmes et plein de choses qui pourraient être améliorées, c'est quand même top, quoi. Ouais.
Donc l'alternative, elle existe. Je sais qu'il y a plein d'entreprises tierces qui programment des add-ons pour Arena, des façons de jouer les tournois, plein de choses. Arena, c'est l'avenir, franchement. Bon, pour moi, il y a pas de discussion possible. Le papier, c'est cool, mais Arena, ça va quand même largement dépasser les tournois papier. Tu vois, tous les week-ends, tu peux faire un tournoi tous les week-ends avec des gens partout dans le monde. T'es pas obligé de te faire le FNR avec toujours les mêmes gens. Ah, tu vois quand même d'autres choses. Oui, tu vois pas les gens en vrai. Mais bon, ouais, ça, c'est vraiment, je suis d'accord. On peut être complètement en désaccord avec ce que je dis. Ça me dérange pas, je m'en fous. Hein. Mais, Oui, mais mais cette narrative, elle est tellement bien que pourquoi s'en passer, quoi? Pourquoi faire des trucs si compliqués qui coûtent tellement d'argent à tout le monde, hein? Parce que aller faire un tour aux États-Unis ou n'importe où, hein, ben, même si on te paye le voyage, c'est pas gratuit, quoi. Toi, ça te paye, ok, on te paye le voyage, mais tu passes quand même 2 jours à voyager, tu payes ton hôtel pendant on va dire une semaine, ça te revient à aller entre 1000 et 2000 euros. Ça coûte 1000 ou 2000 euros à Wizard pour te faire venir, parce que ça c'est encore un autre problème, mais comment eux ils payent ton billet, machin, ils passent par une autre agence, machin, et ça leur coûte 2 fois le prix en fait. Donc tu vois que cet argent pourrait être mieux investi. Bon, il se trouve que bon, il est jamais mieux investi, mais on peut se prendre à rêver que cet argent, au lieu d'être pas investi ou donné à quelqu'un d'autre, ils peuvent nous revenir d'une façon ou d'une autre. Ce serait quand même mieux. ouais. Bon, c'est pas le cas, mais vaut mieux que cet argent il parte pas aux compagnies, aux agences de voyage qui font rien du tout. Parce que franchement, c'est vraiment un problème qui qui me fait halluciner. Et alors c'est peut-être la facilité administrative, c'est peut-être il y a plein de choses, mais au final ça coûte beaucoup d'argent et c'est de l'argent qui est perdu, quoi. Peut mieux faire. Qui est perdu pour le. Si tu vois le cercle joueur wizard, l'argent il part en dehors du cercle et c'est pas ce que tu veux, quoi. Et pareil pour et même les 500 euros qui partent dans les compagnies aériennes pour payer ton billet, l'argent il est perdu, quoi. Ouais. Et les 1000 euros que tu payes en hôtel, en machin, il est perdu aussi. Donc il faudrait garder pour justement que le cercle wizard joueur, il grossisse de l'intérieur et pas que l'argent il parte à l'extérieur. Ça c'est pour moi Arena c'est la solution à ça pour faire évoluer le jeu. Après, je pense que c'est pas vraiment l'évolution qu'on voit parce que je sais pas combien de personnes qui bossent dans l'organized play. Et ils ont nos retours tout le temps. On a des canaux de Discord, des canaux où on discute, voilà, mais pourquoi vous faites pas ça? Ce serait très bien pour nous, ce serait très bien pour vous. Et on n'a jamais de réponse, en fait. Les réponses qu'on a, c'est non, mais on peut pas faire ça. Pourquoi? Ben, on peut pas vous dire. Bon, d'accord. Et c'est que ça, en fait, c'est pas un problème nouveau, hein. Ça a toujours été comme ça. Depuis tout temps, on a toujours on subit toutes leurs décisions. Moi, je suis assez critique de Wizard, mais eux, ils le savent. Moi, j'aime beaucoup. Je vais pas me mettre je suis pas l'ennemi de Wizard. Moi, j'ai toujours été avec eux et ouais, je profite de tout ce qu'ils font. Mais ça n'empêche pas que je suis aussi très critique. Bien sûr. Dans le sens où ouais, quand on leur dit mais écoutez les gars, c'est pourri ça. Pourquoi vous faites ça? Nous ça va, nous on va en pâtir. Vous avez rien à y gagner. Pourquoi vous le faites? Pour pas vous dire. Et au final, bah voilà, ils coupent vraiment beaucoup dans le budget. Alors, on sait pas où ça va. On sait pas où ça va et ils peuvent pas nous le dire. Ouais. Alors on se dit que bah il y a des enjeux, il y a des intérêts extérieurs que nous on connaît pas, qu'on peut pas connaître, que c'est très probablement bien pour eux. Mais alors c'est terrible pour nous, mais on s'en fout vu qu'on est en bout de chaîne. Donc jamais on sera écouté. Et quelque part, c'est con pour nous, mais c'est peut-être bien pour eux. Mais bon, c'est quand même au final, c'est nous qui jouons, c'est nous qui représentons le jeu. Et je sais pas si objectivement c'est dommage, mais pour l'image du jeu, c'est dommage, ouais. Oui. Ça pourrait être mieux de toute façon, mais bon. Tu as exploré beaucoup de pistes vraiment très intéressantes et j'en suis très reconnaissant pour l'avenir et comment c'est actuellement et ce que ça pourrait être. J'ai une question bonus que mes auditeurs aiment beaucoup que je pose, surtout aux joueurs pros,
parce qu'on vous voit jouer beaucoup de decks différents. Enfin, là, je parle du papier plutôt, donc d'une autre époque, certes. Mais et puis avec des sponsoring, on imagine qu'on vous prête des cartes, etc. Mais moi, j'aime poser cette question. Toi, Raphaël, quel rapport tu as avec l'aspect collection de Magic et à quoi ressemble ta collection? Alors, quand j'étais au début, quand j'étais plus jeune, mais je suis alors je sais pas si c'est un mot en français, je suis un completionist. Complétionniste, oui. Quand j'ai quelque chose, je veux avoir toute la collection, tu vois. Je veux tout avoir. Et s'il me manque une pièce, je préfère rien avoir qu'avoir une collection incomplète. Ah ouais. C'est-à-dire, pareil, moi j'ai fait quand j'étais petit, je faisais la collection de tout, je collectionnais tout. Je collectionnais les timbres, les pièces de monnaie et les bandes dessinées, tu vois. Et quand j'avais une série de bandes dessinées, que j'en avais genre 30 et qu'il y en avait 31 ou 32, ben ça, tu vois, je dormais pas la nuit, quoi. Il me fallait les 2 derniers. Et ça me rendait fou. Wow. Et je préférais pas en avoir aucune ou qu'il en manque une ou deux. Magic, c'est pendant un moment, j'avais énormément de cartes. Mais quand tu pars sur un tournoi, franchement, avoir des cartes, c'est bien, mais il t'en manque toujours. Il t'en manque toujours. Quand je vois, en plus, tu sais jamais si tu pars sur un tournoi et que tu sais pas ce que tu vas jouer, ben tu prends un boîte de cartes comme ça et tu te retrouves à la dernière minute à jouer un deck et tu as 4 cartes des 75 et tu finis par les demander. Et au bout d'un moment, tu fais putain, mais à quoi ça sert que je collectionne toutes les cartes si au final j'arrive au tournoi, j'ai 15 kilos de cartes dans mon sac, enfin, je dis pas c'est 15, t'en as pas 15, hein, mais t'as 3 kilos de cartes dans ton sac et t'as quand même pas les cartes qu'il te faut. Donc au final, moi, j'ai pas de cartes. Moi, j'ai un Black Lotus, quelques cartes quelques vieilles cartes que j'ai voulu garder parce que j'ai un petit classeur de, je sais pas, il doit y avoir 50 cartes dedans. J'ai 50 cartes, un Black Lotus, c'est tout, j'ai pas d'autres cartes. Une approche minimaliste. Et c'était le cas, voilà, parce que quand je voyais que je pouvais pas avoir toutes les cartes, si j'arrive à un tournoi et que j'ai pas mon deck complet, ça sert à rien. Dans tous les cas, tu vas faire le tour des dealers ou des gars qui te prêtent des cartes pour les avoir. Donc soit j'ai tout, soit j'ai rien. Et au final, avoir rien, pour moi en tout cas, avoir rien, c'est quand même plus pratique. Bah oui, c'est relou de demander les cartes, je déteste ça. Mais c'est un mal nécessaire parce que c'est soit ça, soit je passe des jours à demander des cartes, à les commander, machin, et pour au final arriver au même résultat parce que j'en ai toujours besoin de plus. Donc, ok. voilà. Donc c'est un point de vue original et donc je suis content d'avoir posé cette question. Et puis si tu veux faire des collections, de toute façon, il y a le Petit Prince. Voilà. Bah, là, je l'ai pas en entier, mais ça c'est une histoire ça c'est ma collection sur une vie, donc c'est pas un problème ça. Ouais. Si je l'ai pas en entier, c'est pas grave. Bah, c'était vraiment passionnant cette discussion. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets, Raphaël? Alors, sur Twitter, RafLevy-MTG. Sur Twitch, twitch.tv/Raphaël Lévy, en un mot. Toutes les lettres. Et voilà, ça c'est là. Donc je suis sur Twitch 3-4 fois par semaine, le lundi, mercredi, vendredi, et des fois pour d'autres streams. Normalement, on fait du limité. On joue plutôt en limité parce qu'on construit, il y a plein de gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Et voilà, c'est là où vous pouvez me trouver. Venez. Bah, c'est super. Venez, je suis sûr qu'il y aura les liens postés partout. Donc, Et oui. la plupart du temps, c'est en anglais. Donc ça, je m'excuse auprès des francophones. Faut préciser. Exclusivement en francophone. Mais voilà, mon public est plutôt anglophone. Donc la plupart des Français parlent anglais de toute façon. Tous les liens seront effectivement dans la description. Merci beaucoup pour cette interview. C'était passionnant. Et merci encore, Raphaël, et à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu à vous autant qu'à moi. On se retrouve dimanche prochain pour plus de news.